Bonjour, 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 les Africaines et les Africains. Bonjour les peuples Congo, bonjour les peuples du tiers-monde. Notre rôle ici, c'est de s'informer, de, de partager le message, de s'éduquer, de mobiliser, de sensibiliser, de dénoncer. Quoi encore dénoncer? Nous ne sommes plus dans la logique de la dénonciation, nous sommes dans la logique de l'information. On doit s'informer, on doit s'éduquer, on doit trouver les stratégies, on doit réfléchir comment est-ce que nous allons sauver notre continent, comment est-ce que nous allons nous allons obtenir notre liberté, parce que notre continent a été pris en otage. Chers compatriotes, je vais vous passer une vidéo, comme d'habitude. Maintenant, je viens avec les faits, les exemples palpables. Donc, mes chers compatriotes, là, on va tous suivre une vidéo dont les vérités sont dites et que vous allez comprendre pourquoi nous sommes euh, dans cette décision catégorique où nous disons qu'on ne veut pas négocier ou on ne veut pas négocier, dialoguer avec ceux qui ont été dans la complicité de détruire, d'exterminer nos peuples avec les Occidentaux. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons un président, Denis Sassou Nguesso, qui a, qui a occupé des fonctions au sein de l'Afrique, des fonctions importantes que les Occidentaux ont attribué, lui ont nommé à des postes stratégiques de l'Afrique. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils savent que celui-là, il est à leur merci. Celui-là fait la volonté des Occidentaux. Celui-là permet aux Occidentaux de commettre leurs crimes, de venir massacrer les peuples africains et que les peuples africains sont aveuglés par cet individu qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. D'où aujourd'hui les crimes de Denis Sassou Nguesso, les génocides de Sassou Nguesso, malgré qu'ils sont cités, malgré que les preuves sont là, il est impuni. Denis Sassou Nguesso n'est pas suivi, n'est pas poursuivi à la cour pénale, alors qu'il n'y a pas un président noir qui a commis autant de crimes que Denis Sassou Nguesso. Alors, sans plus tarder, chers compatriotes, je veux vous passer ce documentaire, je veux vous passer les gens, comme aujourd'hui, nous sommes tellement complexés parce que quand le message vient de Maman Olga n'a pas fait Harvard, Maman Olga n'a pas fait des grandes études, Maman Olga n'est pas docteur, Maman Olga n'est pas. Je ne suis une, une simple femme, une pauvre femme, une courageuse de femme qui a pris ses responsabilités en main et qui a pris des risques. Oui, nous courons aussi des risques. Vous allez écouter ça par, euh, par, par cette vidéo, par ce documentaire. Nous courons aussi des risques, même si nous sommes à l'étranger. Mais sauf que quand on connaît nos droits, rien ne va nous arrêter. Nous avons aussi beaucoup de gens, beaucoup des Africains, beaucoup des personnes du monde qui courent qui ont les mêmes problèmes que nous, mais qui sont aussi à l'étranger, mais qui ne viennent pas qui ne viennent pas dénoncer, qui ne viennent pas euh, euh, revendiquer leurs droits. Nous avons pris ce courage-là. Alors, chers compatriotes, vous devez quand même nous dire merci. Parce que grâce aux personnes courageuses comme nous, qu'aujourd'hui, euh, le plan d'extermination des peuples africains est en train de ralentir, est en train de prendre d'autres tournures, est en train de prendre et laisse à réfléchir les malins qui se croyaient malins. Mais aujourd'hui, ils sont malins, les malins à malins et demi, nous sommes là. Alors, je ne vais pas tarder, c'est une vidéo qui dure 17 minutes. Je vais vous la montrer en intégralité. Suivons tous, nous sommes là pour savoir
avec qui nous devons marcher, avec qui nous ne devons pas marcher. Alors, chers compatriotes, ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, dont vous voyez avec ses couleurs, les couleurs de la Fédération Congo, le nouveau pays, le nouveau 55e pays créé par la volonté des peuples Congo qui ont été dans le plan de l'extermination depuis la nuit des temps. Alors, les Occidentaux, depuis 1883, ils ont signé les accords avec nos ancêtres, les ancêtres Congo de l'Empire Congo, dont ils sont allés dans une conférence de Berlin en cette année que je viens de vous dire, pour diviser notre Afrique. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils sont toujours en train de critiquer l'Afrique comme un pays pauvre, mais cette Afrique-là, c'est là où ils viennent se servir pour des matières premières, pour développer leur savoir-faire, pour développer leur technique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser, nous sommes devant nos caméras, devant les ordinateurs, les téléphones, tous les fibres optiques. Tout cela, ce sont la matière première de l'Afrique, du sang des Africains. Alors je demande à tous les Africains de prêter attention et de se lever. Nous allons nous battre pour ce qui nous appartient, pour le bien que Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis. La bénédiction que nous cherchons, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà, sauf que nous la minimisons parce qu'on nous a étouffés de connaître la vraie vérité et la vraie réalité. Alors, chers compatriotes, suivons tous cette vidéo, ces explications d'un expert qui connaît bien la stratégie, qui connaît bien les complots qui se sont toujours déroulés auprès euh, de ces, de ces mafieux, de ces bandes de gangsters, de ces brutaux, de ces barbares, de ces sauvages, comme l'a dit euh, euh, Sarkozy, un autre criminel. Suivant. Parce que tous les grands pays occidentaux, aujourd'hui, pour ne plus intervenir militairement officiellement, sont en train de développer dans des proportions considérables des sociétés de mercenaires qui pourront échapper aux lois de la guerre, mais qui sont en fait complètement contrôlées par les services secrets. Et il y a deux types de vrais faux mercenaires. Il y a eu un triplement depuis 1990 du nombre des soldats, on pourrait appeler des forces spéciales, qui dépendent maintenant directement du commandement des opérations spéciales, le COS, qui est rattaché hors hiérarchie à la présidence de la République. Autrement dit, depuis 1990, le président de la République française dispose de sa garde présidentielle comme n'importe quel chef d'État africain. Et il peut mener des guerres secrètes, ce qu'il a fait au Rwanda et ce que Chirac a fait au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le ministre de la Coopération français a vendu la mèche dans Jeune Afrique. Il a dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de confusion au Congo-Brazzaville parce qu'il y a quantité de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. Parce que c'est tout simplement des militaires des forces spéciales qui se déguisent en mercenaires, qui font un intérim de mercenariat et qui porteront à nouveau leur uniforme demain. C'est quand même tout à fait gênant. Mais il y a encore pire. Il y a tous les mercenaires d'extrême droite qui sont répandus à travers toute l'Afrique et dont le vivier est constitué par la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, le DPS, Département Protection Sécurité. Il y a 1700 hommes là-dedans, anciens gendarmes, anciens militaires, anciens policiers. Toutes les sociétés de mercenaires françaises recrutent parmi ces 1700 hommes. Il y a au moins une quinzaine de sociétés de mercenaires, et quand nous sommes plaints de la présence de ces mercenaires au Congo-Brazzaville, au ministère des Affaires étrangères, on nous a dit, mais il faut respecter la liberté du commerce. Alors, ces sociétés, pour voir un peu de quoi il s'agit, il faut que je vous raconte très brièvement l'histoire de Bernard Courcel. Bernard Courcel est un officier du plus secret des services de renseignement français, qui s'appelle la sécurité militaire ou la DPSD. La DPSD est chargée entre autres du contrôle des trafics d'armes et des mercenaires. En 1980, il démarre sa carrière avec un certain Bruno Gollnisch, qui a fait une autre carrière par la suite. Bernard Courcel
chargé de contrôler les mercenaires, il crée sa société de mercenaires avec son frère. On verra ensuite les 15 années à venir. Ensuite, il est chargé de la sécurité de l'entreprise Lucher qui fournit des armes à l'Irak et à l'Iran pendant toute la guerre des années 80. Car la stratégie occidentale, c'était que la guerre dure le plus longtemps possible. Ensuite, je passe quelques épisodes, en 1990, il devient en quelque sorte le garde du corps de Madame Mitterrand-Bis, Anne Pajot. Madame Mitterrand-Bis était conservatrice du musée d'Orsay, et pas du Quai d'Orsay, pardon. Et Monsieur Bernard Courcelles a été chargé de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions, pour pas dire les centaines de millions, que Mitterrand a dépensé pour garder le secret de sa vie privée, on peut difficilement imaginer un personnage plus près du cœur du pouvoir. Or, sans transition, en 1994, M. Bernard Courcelles est nommé directeur de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Il passe de Mme Mitterrand-Bis à Jean-Marie Le Pen sans transition, et pendant 6 ans, il va être le directeur de ce vivier de mercenaires, qu'il enverra un peu partout, en Afrique et ailleurs. En 1999, il devient directeur de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité, et 2 mois plus tard, directeur de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, un poste tout à fait marginal. Donc vous voyez cette espèce de glissement entre Mitterrand, les trafics d'armes, les mercenaires, la garde présidentielle de Le Pen, la sécurité des installations pétrolières, ça a quelque chose de tout à fait hallucinant. Et vous avez peut-être vu récemment sur France 3, après un interview dans Libération, qu'un repenti de chez Courcelles avait expliqué que comment ils faisaient leur coup en Afrique, comment de temps en temps ils venaient aussi menacer des opposants en France, et comment, quand ils étaient un peu trop désœuvrés, on les envoyait dans les quartiers sensibles brûler des voitures pour y attiser aussi un peu l'ethnisme, parce qu'il n'y a pas de raison de développer le racisme seulement en Afrique. Donc vous voyez quand même que ces mécanismes sont assez inquiétants pour la démocratie. Alors je continue dans le négatif avant de passer un peu plus dans le positif, parce qu'il faut aller au fond du négatif. Il faut quand même nettoyer un peu les esprits de ce côté-là. Alors, je prends un petit chiffon. Je passe à l'Angola. L'Angola, c'est un pays très contrasté. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Il y a d'énormes gisements d'or noir, de pétrole. C'est l'Arabie saoudite du XXIe siècle. Des patates d'or noir, de pétrole, gigantesques au large de l'Angola. Et en même temps, c'est le pays le plus malheureux d'Afrique parce qu'il est en guerre civile depuis 25 ans. On sait aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, que les Américains, les Français et d'autres armaient les 2 côtés de la guerre civile. D'ailleurs, à Elf, c'était très simple. Sirvin armait les rebelles et Taralo armait le gouvernement. Donc ça pouvait durer longtemps. Donc, un pays en guerre civile, un pays avec une richesse pétrolière extraordinaire. Alors, à ce niveau-là, quand il y a tant de pétrole, il faut partager les risques. On fait ce qu'on appelle des consortiums, c'est-à-dire des camemberts. Donc vous avez une grande patate d'or noir qui va produire 3-4 millions de tonnes, et vous avez ceci qui n'est pas un signe de paix, 43% pour Total Elfina, 43% pour ça très bien. Exxon, Chevron, Exxon ou tout ça, parce qu'évidemment, l'opposition, la guéguerre franco-américaine ou franco-britannique, c'est de la propagande à usage subalterne. Quand il s'agit de choses sérieuses, ça c'est bien expliqué. Hein. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, il y a 10% pour une société qui s'appelle Falcon Oil. Alors, Falcon Oil, c'est M. Falcon qui a enlevé un nœud et qui a fondé une société pétrolière aux États-Unis. Il n'est pas plus pétrolier que vous et moi, mais lui, le pasquoyen anti-américain, s'est installé à côté de Bush et était le plus gros contributeur de la campagne électorale de Bush. Puis à côté, vous avez une société de mercenaires israéliens, l'Efdan, et ce type de schéma, avec d'autres sociétés, vous le retrouvez dans toutes les patates d'or noir. Autrement dit, vous avez un gisement gigantesque et inscrit pour toute sa durée de vie la fourniture de biens et services de guerre. C'est comme ça que tous les pays d'Afrique et d'ailleurs qui ont le malheur d'avoir du pétrole, au lieu que ça les enrichisse, ça les appauvrit parce que la guerre est dans les gènes de l'exploitation pétrolière. Quand on a compris ça,
on est obligé d'entrer dans des considérations assez inquiétantes. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens, les Barkhane, les Falcon, les Guedamac, les Sirvin, etc., ces gens-là qui sont dans le pétrole, ils sont aussi dans les ventes d'armes. C'est pour ça que l'affaire Elf est une affaire de trafic d'armes. Pourquoi, quand on parle d'affaire Elf, c'est l'affaire des frégates de Taïwan? Mais parce que c'est exactement la même chose. Tout l'argent du pétrole, une grande partie de l'argent du pétrole, passe par les paradis fiscaux. Une grande partie passe par des circuits opaques et occultes. Or, les armes, c'est la même chose. Il y a entre 25 et 50% de commissions. Tout passe par les paradis fiscaux. Et donc, puisque c'est les mêmes tuyaux, c'est les mêmes gens qui s'en occupent. Ces gens-là, ils font à la fois dans le pétrole et dans les armes. C'est d'autant plus pratique qu'il y a une partie de l'argent du pétrole qui sert à acheter des armes. Et tout ça constitue des cagnottes considérables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les armes et le pétrole. Tous ces gens-là dont je viens de vous parler, ce sont soit des agents des services secrets, soit des honorables correspondants des services secrets. M. Falcon et M. Guedamac étaient protégés par la DST. M. Guedamac est aussi dans l'orbite de l'ancien KGB, du Mossad. M. Falcon est très proche des États-Unis. Tous ces gens-là, ils sont multicartes des services secrets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que depuis la guerre froide notamment, l'ensemble des services secrets des deux camps ont toujours eu des besoins de financement très supérieurs à ce que leur votaient les parlements. Et par conséquent, depuis toujours, ils se sont constitués des cagnottes en trafiquant, en magouillant dans le pétrole, dans les armes, mais on pourrait aussi dire les diamants, la forêt, etc. Donc vous avez une sorte de triangle. Armes, pétrole, services secrets. Et puis, en fait, quand vous regardez de près, ça va plus loin. C'est pas seulement les armes, pétrole et services secrets, c'est aussi branché complètement sur les circuits de blanchiment qu'on a en Afrique, à travers la Corse-Afrique des Jeux, Paris et Casino, dont on entend parler en ce moment, et qui a les mêmes comptes en banque et les mêmes circuits, très branchés sur le pétrole aussi. Parce que depuis toujours, les services secrets, dans leurs manœuvres, vous le savez bien depuis la guerre d'Indochine qui était financée à moitié par le trafic de l'opium, vous savez bien aussi que, je l'ai expliqué sans que Pasqua n'ait jamais osé m'attaquer en diffamation, que c'est lui qui a créé la French Connection pour faire un petit peu des bonnes œuvres des services secrets, etc., etc. C'est-à-dire qu'on arrondit les angles du côté, les magots, plus exactement, on arrondit les magots du côté d'un certain nombre de trafics, drogue, faux monnayage, etc., etc. Alors, tout cela, ça constitue des sommes d'argent parallèles, de manœuvres qui permettent de renverser des gouvernements, qui permettent de faire des politiques parallèles dans un certain nombre de pays, tout à fait inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, et je vais finir par là, ce que je vais vous dire sur l'Afrique avant de rebondir sur autre chose, c'est le passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique. Parce que dans cette histoire de l'Angola, vous avez le pourboire pour Jean-Christophe Mitterrand, 13 millions, vous avez 3 milliards pour Guedamac, 3 milliards pour Pierre Falcon, et quand vous passez à Guedamac, c'est 30, 40, 50 milliards qu'on commence à entrevoir. Pourquoi? Parce que Guedamac est en quelque sorte le représentant de cette énorme masse financière que certains appellent la mafia russe, mais qui est tout simplement le pillage de la Russie qui s'est produit en l'espace de 4 ans entre 1989 et 1993. Au moment où le mur allait s'effondrer, le KGB et la nomenclature russe, en l'espace de 4 ans, ils ont bradé à 10% de sa valeur les énormes stocks stratégiques d'aluminium, d'engrais, de diamants, de pétrole et les armes de l'armée rouge qui étaient en quantité considérable. Ils les ont vendus à 10% de leur valeur pour que la différence puisse être placée dans les paradis fiscaux en Suisse et ailleurs. Et cette somme-là, ça représente 500 milliards de dollars. Avec cet argent-là, ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui les nomenclaturistes ont racheté la Russie, et ils ont racheté une partie de la Côte d'Azur, et ils ont racheté aussi une partie du pétrole en Angola. Ils ont fait un certain nombre de trafics. Ils ont même été jusqu'à racheter la plus vieille banque américaine, la Bank of New York. Alors là, les Américains ont dit stop quand même. On veut bien jouer avec vous, mais il y a des limites. On n'a pas vaincu l'URSS pour que vous veniez racheter nos banques. Donc, à ce moment-là, ils leur ont dit, mais les 10 milliards de dollars d'argent du FMI, ils ne seraient pas disparus par hasard? Alors effectivement, ils étaient disparus. Et disparus par ce circuit-là.
Alors, après cette sommation, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, un mois plus tard, le FBI a reçu l'ordre d'arrêter l'enquête sur ces 10 milliards de dollars du FMI. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Guédamac, c'est, je vous ai dit, l'ex-KGB, le FSB, la DST, le Mossad, quelques autres services encore. Il est associé à Falcon, qui est branché sur les États-Unis, et on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer depuis 3 ou 4 ans? C'est que ces nappes souterraines parallèles gérées dans l'orbite des lobbies militaro-industriels, des pétroliers et des services secrets sont en train de s'interconnecter. On a une mondialisation des phénomènes de criminalité financière ou d'argent parallèle des différentes nationalités. Et c'est ça qui est en train de se passer à travers des personnages comme Guédamac, qui est en quelque sorte le porte-parole de la masse financière russe. Donc on s'aperçoit qu'on est en train d'assister à une espèce de prise de contrôle extrêmement dangereuse, parce que la France-Afrique, qu'est-ce que c'était? C'était une raison d'État mise en place par De Gaulle avec des pratiques de voyous, des pratiques illégales de voyous. Mais quand vous avez des gens qui pendant 40 ans font des pratiques de voyous, eh bien ils deviennent des voyous. Un Sirvin, qui est un honorable correspondant des services secrets, dit mais j'ai de quoi faire 20 fois sauter la République, j'ai de quoi me payer toute la classe politique, ce qu'il a fait. Donc ce n'est plus la classe politique qui commande aux services secrets, c'est ces gens-là qui se mettent à commander à la classe politique. Donc tout ça est extrêmement inquiétant par rapport à notre démocratie, outre que ça contribue à détruire l'Afrique et à lui coller des dettes qui n'ont ni queue ni tête. Bon. Mais je voudrais maintenant terminer assez rapidement en passant sur l'enjeu politique majeur qui est derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a d'abord le problème de l'accélération incroyable de la délinquance, de la criminalité financière, de la dérégulation financière qui est en train de constituer un gouvernement parallèle du monde. Et une partie des événements récents s'explique aussi par cela. Titre complet, dans Noir Chirac, il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Bon. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Tous les dictateurs. Oui, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les 3 chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès, qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que, en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là
pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion, a dénoncé un système... Excusez-moi. Waouh! 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 Si ceci ne vous révolte pas, il y a toutes les informations possibles et qui nous dictent ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, je dis les choses importantes et j'ai un cil dans les yeux. Et vous savez très bien, quand on a un cil dans l'œil, en tout cas, on ne peut rien faire. Ouf! Ouf! Je suis restée abasourdie. Ouf! C'est les informations capitales qui nous disent aujourd'hui la situation que nous courons, la situation que court l'Afrique aujourd'hui. Quand on vous parle de 1883, quand il y a eu la conférence de Berlin, toute cette ratatouille auprès des Occidentaux pour le pétrole que nous avons, pour les richesses que nous avons. Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi y a-t-il l'arrivée ou la création ou, comment je vais dire ça, l'organisation d'une base militaire au Congo-Brazzaville à Maluku. Pourquoi, je vais encore reposer la question, pourquoi y a-t-il une base récemment, une base militaire du Rwanda qui s'installe en face de Kinshasa, au Congo-Brazzaville, à Maluku. Je vais peut-être répéter ça, il faut que je le pose de plusieurs façons, peut-être qu'on peut me comprendre. Et même, je vais peut-être demander au professeur Yamsi de reprendre, parce que avec son intellectualisme, il peut expliquer ça. Professeur Yamsi ou à Cameroun, Franklin Yamsi, professeur. Pourquoi peux-tu demander aux autorités des gangsters occidentales, pourquoi y a-t-il installation d'une base militaire récemment à Maluku, juste en face de Kinshasa? C'est quoi la nécessité? Pour quelle raison? Moi, Maman Olga et d'autres personnes, d'autres habitants du Congo, de l'Afrique, veulent savoir à quoi ça va servir l'installation d'une base militaire à Maluku, au Congo-Brazzaville, juste en face de la capitale Kinshasa. Nous savons tous que Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales, c'est les capitales les plus proches du monde. À 15 minutes des deux capitales, vous rejoignez, vous pouvez faire des échanges, vous rejoignez les deux capitales. Pourquoi y a-t-il, c'est quoi la nécessité d'avoir une base militaire rwandaise en ce moment au Congo-Brazzaville, en face de Kinshasa, à Maluku, peuples africains? Pendant que Félix Tshisekedi va célébrer les anniversaires, il y a un danger qui court. On l'avait déjà annoncé depuis longtemps. Il y a un danger qui court.
l'installation d'une base militaire rwandaise à Maluku, au Congo-Brazzaville, juste en face de Kinshasa. Et depuis qu'ils sont là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des morts, dont le président de l'Assemblée du Sénat de la RDC ne sait pas quoi faire. Un président de l'Assemblée d'un pays, il y a les morts qui sont dans sa capitale, des personnalités importantes de son pays, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais pendant ce temps, son président va célébrer des anniversaires. Son président va au mariage. Mes chers compatriotes, ce que le monsieur, la vidéo que je viens vous montrer, nous parle de toute l'histoire et de tous les plans qui ont été faits par les Occidentaux pour détruire l'Afrique. Ce monsieur, je veux vous dire, ce monsieur nous a parlé du passage de la France-Afrique à la mafia France-Afrique. Vous qui avez toujours célébré, qui a toujours donné de l'importance de la relation de cet organisme de France-Afrique. France-Afrique n'a jamais été pour l'intérêt des Africains. D'ailleurs, depuis que la France-Afrique existe, l'Afrique est toujours baignée dans les dettes. L'Afrique est toujours le continent le plus endetté. Mais c'est dans l'Afrique où on vient piocher, où on vient se servir de la matière première pour enrichir ou même pour fabriquer les billets de banque que nous utilisons dans le monde entier. C'est en Afrique qu'on vient chercher le bois pour servir des Occidentaux, des Américains, de leurs poteaux électriques. C'est en Afrique qu'on vient chercher la matière première pour fabriquer les ordinateurs. C'est en Afrique qu'on vient chercher la matière première, le coltan, le cobalt, pour tout ce développement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, pourquoi ce pays qui vous donne toutes ces matières premières pour le départ, pour le développement de l'humanité, et ce pays-là demeure dans la pauvreté? Pas d'université, pas de doctorat, mais c'est la réflexion. Ma tête réfléchit. Comme nos grands-parents, comme nos ancêtres. Nos ancêtres, c'était ceux qui n'ont pas été à l'école, mais ce sont ceux qui ont défendu l'Afrique jusqu'à leur élimination. Ce sont ceux qui ont défendu l'Afrique jusqu'à leur moelle épinière. Lumumba a défendu l'Afrique, n'était pas un docteur. Les Kwame Nkrumah ont défendu l'Afrique. Ils n'étaient pas des docteurs, mais ils avaient juste un moyen de communication pour faire comprendre aux Occidentaux, aux ennemis de l'Afrique, comment est-ce qu'ils aimaient leur pays, comment est-ce qu'ils étaient patriotes. D'ailleurs, les Lumumba ne sont pas morts que pour leur pays. Les Lumumba avaient la vision de sauvegarder l'Afrique, de sauver l'Afrique, de protéger l'Afrique. Regardez, aujourd'hui, nous avons une tonne de docteurs, une tonne d'intellectuels. L'Afrique va à l'extinction. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, on veut faire disparaître la race africaine. On veut nous faire disparaître, nous remplacer avec, ils vont peut-être nous remplacer avec les mulâtres. Et après les mulâtres, ça va disparaître, la peau noire. Ils veulent la disparition de la plus vieille race existence dans la planète. Pendant ce temps, les intellectuels sont là, viennent avec des cravates, avec leurs mallettes, avec leurs sacs, nous parler, faire des discours de la langue de Molière ou en anglais.
pour juste nous donner quoi? Pour nous servir quoi? Puisque depuis que nous avons vu, nous leur avons fait confiance, que l'Afrique a fait confiance à aux intellectuels, nous n'avançons pas si nous sommes en train de s'enfoncer, nous sommes en train de s'enterrer. D'où aujourd'hui nous demandons à toute personne, tout individu, ne soyez pas complexés de ceux qui viennent nous bondir leur diplôme. Nous n'avons pas besoin de diplôme. Nous n'avons pas besoin de ceux qui nous parlent le bon français. Nous n'avons pas besoin de ceux qui nous parlent le bon anglais. Nous avons besoin des gens qui ont l'amour de leur patrie. Nous avons besoin des gens qui ont l'amour de leur patrie, ceux qui respectent la femme, ceux qui respectent l'humanité, ceux qui respectent la terre qui nous donne la possibilité de souffler. Nous avons besoin de ces gens-là qui ont de la considération envers la créature de Dieu. Alors, mes chers compatriotes, posons-nous la question, pourquoi est-ce que les guerres aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les créations de plus de guerres que la paix, que la liberté. L'Afrique demande que la liberté. L'Afrique demande que le respect, que les Occidentaux nous refusent. Que les Occidentaux, en demandant cela, les Occidentaux nous imposent à des guerres. Les Occidentaux nous exigent à saillir. Les Occidentaux nous exigent à des guerres ethniques. D'où aujourd'hui, à cause de ces Occidentaux, moi, maman Olga, j'indexe les Mboshi, qui est la tribu, l'ethnie de Denis Sassou Nguesso, responsable des génocides du Congo-Brazzaville, responsable des génocides du Poul, responsable des crimes et de la vie misérable que vit mon peuple Congo. Donc, ils ont fait ils ont planifié l'extinction. Ils ont planifié d'exterminer ce peuple Congo dans leur propre propriété, dans leur propre, sur leur propre terre, sur leur propre territoire. On veut la disparition des peuples Congo. Alors qu'ils savent très bien pourquoi on va nous exiger un étranger. Quand je parle d'un étranger, parce qu'aujourd'hui, quand il y a eu la conférence de Berlin, quand les Occidentaux sont allés planifier, comploter de diviser l'Afrique, quand ils sont allés comploter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était écrit. Ils sont juste en train de poursuivre leur calendrier, leur agenda. C'était la conférence des Congo. L'Afrique centrale, c'est une population des Congo. D'où vous allez voir les Congos aujourd'hui dans tout le monde entier. Pourquoi ils ont commencé cette extermination longtemps? Ils ont poussé les Congos de se retrouver loin de leur terre, loin de leur propriété. D'où vous allez voir que vous pouvez aller en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique, partout au monde. Vous allez voir au moins des signes des peuples Congo. Parce que c'était ce peuple au commencement de l'Afrique centrale, les Congos. Et je pourrais peut-être ajouter, tous les Noirs de peau noire sont les Congos. Parce que c'est le Congo, c'est le début du commencement de cette famille Congo, de cette race noire. Nous sommes tous des Congos.
Avant d'être les Bantous, nous sommes des Congos. Avant d'être des musulmans, nous sommes des Congos. Avant d'être qui que nous, toutes les religions, nous sommes les Congos. Et en voulant dissimuler cette race Congo, on nous a imposé un Jésus blanc. Comment est-ce qu'un Jésus peut être blanc quand l'humanité a commencé avec une race noire? Question mark. Mais moi, avec mon intelligence, je sais que le Jésus, il est de notre de notre couleur, de notre race. Puisque le monde a commencé, la créature a commencé par la race noire. Voilà pourquoi ces blancs sont jaloux. Voilà pourquoi la terre africaine est bénie. Parce que ça a commencé là-bas. Toute la bénédiction du Seigneur, toute la bénédiction de Dieu a commencé là où il a envoyé son Fils. Mais on veut nous falsifier l'histoire. Ce que je vous dis, je n'ai pas appris ça à l'école, mais c'est juste ma vision, ma réflexion en regardant ce qui se passe. Et je comprends. Je me pose la question, pourquoi aujourd'hui on nous parle tantôt de Jésus avec les cheveux qui tombent, les cheveux. Mais la race, l'existence a commencé, a commencé avec la race noire. Mais comment est-ce que Jésus pouvait être blanc? Et on a effacé, on a étouffé nos dieux à nous pour implorer le Dieu que eux ils nous ont imposé. Voilà, nous devons regarder cette vidéo, ces informations que je viens de vous montrer avec attention. Parce que ce sont des informations capitales. La France-Afrique pratique c'est une pratique des voyous. La France-Afrique, je répète, c'est une pratique des voyous. Regardez, tous ils sont noyés dans la criminalité. Tous les crimes qui se passent dans le monde, la France-Afrique est là-dedans. Voilà aujourd'hui le voyoutisme qu'ils sont en train de nous montrer par rapport à la guerre de l'Ukraine. On voit bien leur voyoutisme. Eux qui nous prônent tout le temps la paix. À aucun moment depuis que cette guerre a commencé, ils ont pensé à la paix. Oui, la Russie a commencé, mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour arrêter le sang qui est en train de couler? Pour arrêter la guerre, parce que dans une guerre, même s'il y a des victorieux, il y a plus de pertes que la victoire. Pour qu'il y ait une victoire, il y a de l'échec, il y a des victimes. Et ces victimes-là, c'est qui? Ce n'est pas ceux qui prônent la guerre. Vous n'envoyez pas vos enfants au front. Vous n'envoyez pas vos familles au front. D'ailleurs, vous les mettez à l'abri. Pendant que vous êtes en train de prôner cette guerre-là, vous voulez gagner cette guerre, vous voulez exiger cette guerre. Est-ce qu'il y a un enfant, un parent de Bernard Lévy au front en Ukraine? Vous avez envoyé vos enfants? Est-ce que Macron a envoyé sa famille? Lui, bon, il n'a pas d'enfants, mais il ne peut pas envoyer les enfants de Brigitte. A-t-il envoyé les enfants de Brigitte au front? Ben Laden, et pourtant son fils a des intérêts en Ukraine. Ben Laden, je le répète, moi aujourd'hui, vous savez que je serais très fière de mourir aujourd'hui avec les vérités que je viens de sortir, que de mourir avec ce que je connais sans pourtant le dire, sans pourtant le partager avec mon peuple. Et je serai très fière parce que vous allez vous rappeler de moi. Comme aujourd'hui nous parlons de Kipavita, comme aujourd'hui nous parlons de Simon Kimbangu, comme aujourd'hui nous parlons de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara. Moi, je serais fière aujourd'hui de mourir parce que je n'ai pas eu peur.
de vous dire la vérité. Vous avez entendu ce monsieur dire, c'est pas seulement à l'étranger c'est pas seulement en Afrique qu'on traque ceux qui ont les vérités. Lui-même qui vous parle, à combien de procès? Il est à combien de procès? Parce que la vérité blesse ses autorités. La vérité blesse ses criminels, ses voyous à la dictature démocratique. Ça les blesse. Donc, je serais très fière aujourd'hui que quelque chose m'arrive parce que je me suis levée, parce que j'ai pris ce courage de vous dire la vérité, de partager ce que je connais. Il y en a beaucoup qui ont peur de le faire, malgré qu'ils sont à l'étranger. Beaucoup ont peur de le faire. D'où je remercie cette famille Congo qui me fait confiance, cette famille Congo qui me soutient. Les Congos, vous qui m'écrivez, vous qui m'envoyez des messages, je ne vous ai pas oublié, je lis tout. Et je vous remercie. Grâce à vous, grâce à vos encouragements, vous me donnez ce courage de partager parce que vous voulez connaître la vérité. Et je vois, il y a beaucoup d'entre vous, quand vous ne me voyez pas devant ma caméra, quand vous n'avez pas mes messages, vous m'envoyez des messages pour demander, maman Olga, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu es absente? Parce que vous croyez en moi. Maman Olga ne vient pas vous donner des informations que je ne vérifie pas. Quand je vous montre une information comme ça veut dire que je suis allée dans les liens profonds pour être sûr de ce que je veux dire. D'où vous voyez que je ne suis pas poursuivie parce que je ne dis pas ce que je n'ai pas vérifié et je ne diffame pas. Parce que dans ma vie, même dans ma vie privée, ma vie normale, je ne vis pas dans le mensonge. On connaît ma vérité. Mes enfants, quand ils grandissaient, même à un moment donné, ils me reprochaient que j'étais une maman trop véridique. Mais aujourd'hui, ils ont compris, mieux vaut mourir dans la vérité que dans le mensonge. Et leur maman n'est pas hypocrite. Je peux t'aimer, mais cela ne veut pas dire que je vais t'accompagner dans la bêtise. D'où vous me voyez quand je m'associe aux gens, qui sont honnêtes. J'aime pas les hypocrites. Et la société occidentale est très hypocrite. Le gouvernement occidental est hypocrite. La démocratie occidentale est hypocrite. Et kleptomanes. Ce sont des voleurs. Quand on est voyou, on est voleur. Ils viennent voler nos matières premières par les mensonges. Ils viennent se servir de nous par les mensonges. Aujourd'hui, ils ont exigé, ils sont là à prôner la guerre du Rwanda. Ils sont là aujourd'hui. Quand vous voyez le Rwanda aujourd'hui, c'est l'OTAN masqué derrière le Rwanda. C'est l'OTAN qui est en train d'attaquer, qui attaque la RDC, le poumon de l'Afrique. C'est l'OTAN. Quand vous entendez le Rwanda, c'est l'OTAN. Pourquoi? Le Rwanda, c'est fait en se servant des voisins. Le Rwanda, c'est un pays qui s'est créé pas en prenant les petites, en se servant des voisins, en se servant des kilomètres, des terrains, des propriétés des autres. On veut diviser la RDC, on veut diviser l'Est de la RDC. S'ils peuvent trouver ils se sont forts, qu'ils peuvent contre-attaquer la Russie.
Pourquoi ils sont pas capables d'arrêter les guerres que eux ils ont créées? Parce que nous n'avons pas des armes. Ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni le Kenya, ni tous ces pays africains qu'on est allé installer à l'est de la RDC. Aucun de ces pays a la bombe nucléaire. Aucun de ces pays a manufacture, comment on dit ça, a une usine de fabrication des armes. Alors pourquoi un pays, le Zaïre, un pays à plus de 100 millions d'habitants, face à un pays qui n'a même pas 20 millions d'habitants, c'est ce pays-là qui menace le pays qui a 100 millions d'habitants. Et c'est le pays qu'on impose l'embargo. Vous trouvez ça vraiment, c'est une logique? La RDC se fait attaquer. Et c'est la RDC qu'on impose à l'embargo qui ne peut pas se trouver des armes. Pendant ce temps, Félix se balade, se pavane partout. Son peuple est en danger. Et il est en train de mettre tout le peuple africain en danger comme ça. Il est en train d'exposer tout le peuple africain. Et comme ça, vous ne voulez pas que nous puissions parler? Hein? Pour ses propres intérêts, pour ses propres honneurs. Félix expose tout le monde. Félix expose le continent africain. Nous avons vu au moment de la crise de la Grèce, on n'a pas vu le président, le premier ministre ou le président de la Grèce aller dans des fêtes. On le voyait, quand il se déplaçait, c'était pour aller traiter les problèmes de son pays. Comment trouver des solutions pour sortir son pays de la crise? Nous sommes en train de voir ça avec le petit frère du quartier, Zelensky. On ne voit pas Zelensky aller dans des fêtes. Nous voyons Zelensky en train de demander des armes. Tu te fais attaquer pendant 20 ans. Les gens se servent de ton économie pour armer le pays qui t'attaque. Et toi, tu es là en train d'aller dans les fêtes où tu demandes que tu ne veux pas te battre. Les gens viennent botter tes enfants dans la maison. Toi, tu dis tu ne veux pas te battre, tu veux la paix. Mais tu ne sais pas que deux fois, il faut faire la guerre pour obtenir la paix? Félix Tshilombo. C'est pour ça que les Occidentaux se servent de Félix parce que c'est un retardé mental. Vous croyez que les Africains croient que pour être retardé, il faut que au Bimisakabasoyi, que tu sois quelqu'un qui est là. C'est ça, si Lombo, c'est un retardé mental. Quelqu'un qui avait un parent qui était connu comme Étienne Tshisekedi, soi-disant son père était docteur en droit. Mais il n'y a aucun de ces enfants qui ont atteint une scolarité, un niveau éducatif qui est scolaire qui est élevé. Félix Tshisekedi, avant d'être président, il était clochard. Il vivait aux frais de sa femme qui torchait le derrière des femmes, le derrière des vieux. Je ne suis pas en train de critiquer ce travail. Parce que moi-même, je suis dans le domaine. Je ne suis pas en train de critiquer ce travail. Je dis seulement des faits. Parce que lui, aujourd'hui, il a dit, ça vient pas de moi, il a dit qu'il vivait aux frais des revenus de sa femme qui torchait le derrière des personnes âgées. Un enfant qui vient d'un père qui est docteur. Dites-moi, citez-moi un enfant de Tshisekedi qui a eu même le niveau que moi, maman Olga, j'ai. Moi, je ne suis pas d'un parent du niveau de Félix. Mais j'ai eu à faire des études plus élevées que Félix. Et ma réflexion, c'est plus que Félix. Moi, président de la République, tu crois que je vais faire des bêtises que Félix est en train de faire? De se contenter que du tapis rouge? De se contenter que des vestes, des Rolex?
Félix est arrivé au pouvoir avec un papa Tshisekedi. Il n'était pas propriétaire. Il vivait aux frais des aides sociales. Moi, maman Olga, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais demandé une aide sociale. Jamais. Jamais. J'ai commencé le business avant même d'apprendre le business. J'ai fait les études de business ici aux États-Unis. C'est ici que je suis allée faire le management pendant que j'étais déjà dans le business. J'ai fait le business depuis que j'étais enfant. À l'âge de 13 ans, j'étais déjà propriétaire. Vous savez pourquoi? Parce que ma maman, mes grands-parents étaient des vrais commerçants, étaient des grands commerçants. Donc, j'ai commencé à compter de l'argent à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à observer qu'est-ce que c'était le business. Ma mère, elle me mettait l'argent quand on a Singapore, on a Katia Loketo, nous envoie aller vendre dans les marchés. C'est là où j'ai développé mon sens de business. À l'âge de 13 ans. Pendant que je partais à l'école, pendant les vacances, moi, je suis en train de multiplier mon argent. Je suis en train de multiplier mon business, sans pourtant connaître que c'était le business. Mayela Mantou. À l'âge de 18 ans, j'ai créé une société. Aujourd'hui, je peux vous le dire, avec Otombongo. Donc, quand ils me voyaient, personne ne savait. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas me reconnaître parce que j'étais trop jeune. À l'âge de 18 ans, j'ai payé Denis Sassou Nguesso. J'ai créé une société, je connais tout ce monde-là. C'est pour ça que je peux vous décrire qui est qui dans cette politique-là. Parce que moi, j'étais enfant, je les connais, mais eux, ils ne me connaissent pas. À défaut de certaines personnes qui me connaissent, mais qui ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils savent que s'ils se prononcent, les gens vont demander à connaître, à parler de moi et eux-mêmes, ils vont se mettre en danger. À l'âge de 18 ans, j'ai créé une société de prestation de services auprès de ELF. Donc, je ne peux pas être en crise, moi. Je me suis fait de l'argent, je veux le dire. Je me suis fait de l'argent et j'ai de l'économie. C'est pour ça que je suis propriétaire vous qui m'insultez, avec mes propres efforts. Je suis propriétaire en France, aux États-Unis, au Congo. Très intelligente, vous pouvez chercher, vous ne me trouverez jamais. Ici aux États-Unis, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Et quelle entreprise? Dans le milieu médical. J'ai travaillé dans le milieu financier. Compagnie de Western Union, MoneyGram, Paycheck. Allez chercher. Vous allez trouver mon parcours. On ne va pas vous dire que j'avais un parcours où je traînais dans la rue. On ne va pas vous parler de parcours du docteur, mais on vous parlerait de parcours, même si vous parlez avec ma famille, ils vont vous dire, celle-là du côté entrepreneuriat, elle est forte. Moi, je dors, je regarde, j'observe, je viens quelque part, j'observe, je me dis, ils ont besoin de ça, c'est ça que je veux faire. Je peux vous montrer tous mes badges, j'ai fait tous les pays. Plusieurs pays, le Nigeria, pendant que personne ne pouvait aller au Nigeria. Mes parents ont pleuré quand je leur ai dit que je partais au Nigeria. Tout ça, business. J'ai fait tous ces pays. Et je viens aux États-Unis. Sans diplôme de docteur, tout, je suis chef d'entreprise. Et dans beaucoup de domaines. Plusieurs domaines. Alors, vous croyez que c'est vos insultes-là qui vont me déranger? Moi, je dis la vérité parce qu'aujourd'hui, si je meurs, j'ai laissé les choses à mes enfants. Je leur ai laissé quelque chose. Je leur ai laissé l'héritage. Et dans tout le monde, mes enfants peuvent aller partout. Ils ne vont pas souffrir. Et aujourd'hui, mes enfants sont bien calés. Ma fille, elle a fini son master à 22 ans. Et l'autre à l'université. Avec le scholarship, full scholarship. Alors,
vous allez me dire quoi. Alors, mes chers compatriotes, prenez les informations que je vous ai données en considération. C'est les informations capitales pour connaître l'histoire de notre Afrique. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo. Vive la Fédération Congo! La Fédération Congo où la mort nous vaincront. Vive ma famille Congo. À la prochaine.